Alors, notre invité est un activiste très important dans le développement durable, la lutte au changement climatique, dans les concepts de ville intelligente. Il est PhD de l'Université du Colorado. Il vit à Barcelone, doyen d'un centre de recherche en entrepreneurship, un serial entrepreneur, Boyd Cohen. Alors, Boyd, moi, je ne le vois pas. Boyd, how are you doing today? I'm good. How are you? Ah, very good, thank you. It's Vous allez? Bob, it's our pleasure to have you. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. And I want to thank you very Je much voudrais vous remercier beaucoup d'avoir accepté de nous faire part de votre présentation ce matin. Mon plaisir est le mieux. Merci pour l'invitation. Je vous cède la parole. Je vous reviendrai à la conclusion pour vous soumettre des questions. Merci. Bien. Alors, bonjour à tous. Je suis désolé de ne pouvoir parler français, mais pas l'espagnol, et je ne pense pas que l'espagnol aiderait en l'espèce. Je remercie Jacques et l'équipe de m'avoir invité. Vous savez que j'ai été dans le domaine des villes smart et la smart mobilité depuis plusieurs années. Et Jacques m'a demandé de parler des villes dites smart and happy et de la mobilité. Je tenterai donc de couvrir tous ces sujets et de les relier. C'était en 2012. J'ai débuté plus activement dans les villes intelligentes, Smart City. Je ne sais que je n'avais pas une définition de ce que c'est. Moi, je suis plus visuel. Alors, j'ai décidé de bâtir un graphique pour présenter ce que moi, je voyais comme étant une ville intelligente et quelle ville se qualifiait. Et alors, cette roue que j'ai composée, ça a été traduite, mais c'est une façon de situer les multiples éléments qui rendront une ville intelligente. Alors, par exemple, Smart Living, Smart Mobility, Smart People. Et pour chacune de ces catégories, je trouvais au moins 3 aspects importants qui permettaient de rendre une ville intelligente dans ce domaine. Par exemple, les immeubles verts. Et puis ensuite, j'ai essayé de composer des indices qui permettraient à des villes de réaliser ces attributs. Et j'ai planché là-dessus pendant plusieurs années. J'ai commencé donc à évaluer les villes à travers le monde, par exemple les plus intelligentes en Europe, en Amérique, en Asie-Pacifique et bien sûr en Amérique du Nord. Et en me servant de ces indicateurs et de cette roue, pour mieux cadrer la discussion sur les villes, quant à savoir laquelle est la plus intelligente et qu'est-ce qu'on en peut apprendre. Et ce type de travail et de réflexion, ça a encore cours maintenant. Mais toutefois, en même temps, vers 2015, j'ai commencé à réfléchir à ce que je remarquais quant à l'évolution de la réflexion. Et j'en suis venu à cette conclusion que les villes adoptent diverses approches et on pourrait peut-être les catégoriser en 3 générations. Pardon, les cités Smart 0.0, c'était les premiers modèles avec des modèles venant des entreprises. Ils ont débuté ça en 2008 et 9 et 10. Lorsque la crise financière frappait, ils tentaient de vendre leur technologie à d'autres clients. Et donc, ces compagnies, IBM et tout, est-ce qu'on peut se servir de notre technologie pour les villes? Et les villes ont commencé d'aimer cette idée, ce concept. Et ça a été donc la première génération de villes intelligentes. Et le tout était fait à l'initiative des compagnies privées. Et maintenant, la deuxième génération des villes intelligentes, c'est-à-dire, il y a la technologie qui joue, mais c'est la ville qui mène, qui est le moteur. Donc, plutôt que l'entreprise proposerait des solutions aux villes, ce sont plutôt les conseils municipaux qui décident ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent.
donc ce que ça signifierait pour nous, une ville intelligente à la lumière de nos besoins et ce que le secteur privé peut nous apporter. Alors, il pourrait se servir donc de la roue, il pourrait se servir donc des divers jalons, et puis il pourrait décider donc d'entreprendre des projets dans tel ou tel domaine. Alors ça, c'était dominé par les villes, comme je vous ai dit. La troisième génération, ça, c'est une création, co-création avec les citoyens. Et c'est là dans lequel on ne trouve pas de technologie dans ses attributs. Parce qu'avec cette troisième génération, c'est une façon différente d'envisager ce qui rend une ville différente. Plutôt que de penser à la technologie, la vision est humano-centrée. Et donc, en adoptant l'innovation. Mais l'innovation, ça n'implique pas forcément la technologie. À savoir, un de mes meilleurs exemples, c'est par exemple l'innovation dans les approvisionnements. Plutôt que d'avoir des carnets de charges précis en disant, on dit, qu'est-ce que c'est qu'on veut, voici la technologie qu'on veut. La plupart des gens dans votre assistance sont familiers de ce type de méthode. Mais l'approvisionnement pour l'innovation, ça serait de dire, on a un budget de $1 million pour partir une automatisation des transports, mais plutôt que de prédéterminer ce que nous voulons, on va émettre des idées, on va les présenter à la communauté des transports, de leur donner leurs meilleures idées pour consacrer cette somme. Donc, plutôt que de dire, ça nous prend 18 véhicules qui doivent répondre à tel et tel carnet de charges, on est beaucoup plus ouvert. Voici notre budget, voici le défi. Alors, quelle sera la meilleure façon d'arriver de A à B? Voici donc un exemple où donc, parce que vous savez, l'approvisionnement en soi n'est pas mu par la technologie, mais ça peut encore une fois servir de cheval de bataille à l'innovation. C'est ce qui m'a amené à penser à des villes intelligentes et heureuses, d'où Smart Happy City. J'en parlais avec un de mes amis, un expert. Nous sommes allés à l'exposition à Barcelone il y a 3 ans. Avons interviewé des experts et leur demandé, à leur avis, ce qui rendait une ville agréable à vivre. Et on a vu que c'était vraiment autour du bonheur. Quand vous partez donc de la première à la troisième génération, vous changez votre mentalité. À la première génération, c'est la technologie. Deuxième, c'est l'administration, le conseil municipal, les autorités. Troisième génération, ce sont les citoyens. Alors, il y a une transition quant à la définition de ce qui rend une ville intelligente. Donc, cette façon de penser, c'est une espèce d'hexagone de satisfaction où on voit les citoyens, à savoir qu'est-ce qui influe sur le bonheur des citoyens dans une ville. Alors, on trouve 6 éléments, mais l'élément est humano-centré, c'est-à-dire ce dont les gens ont le souci. Et quand vous commencez à mesurer les choses comme ça, plutôt que de partir donc d'une structure administrative en descendant, par exemple, nombre d'incidences de crimes violents par 10 000 personnes, ça, c'est une bonne mesure. Cependant, libérer de la peur, être libéré de la peur, ça, c'est humain. Donc, on essaie de toucher à la même notion, à savoir que je serais plus craintif dans une ville à un taux élevé de crimes. Parce qu'en tant que citoyen, je comprends ce qu'est la peur et je ne veux pas la ressentir en circulant. Ce sont là donc des façons de penser à des moyens de mesurer le bonheur d'une ville, justement en recourant à ces considérations. Et tout ce travail s'est fait dans le sillage de ma réflexion et des discussions que j'ai eues par la suite. Ma propre pensée a évolué vers un autre modèle pour bâtir nos villes et nos économies. Ce donc, selon une vision humano-centrée, et mon dernier livre peut se résumer par la déclaration qu'on y retrouve, qu'il faut
Il faut donc se déplacer vers un modèle urbain d'économie de partage, interconnecté, numérique et collaboratif. Je sais que ça fait beaucoup, beaucoup de mots dans toutes les langues et donc on ne peut pas toujours développer les détails, mais espérons lors de la conversation qui s'en suivra, je pourrai mieux développer cette idée pour rendre nos villes plus prospères pour l'humanité. L'une des dimensions que j'ai toujours pris en compte dans la roue et dans l'hexagone, ça tournait autour de la mobilité. Nous savons tous à quel point c'est important. Ça nous permet l'accès à l'enseignement, aux soins de santé, au travail, aux activités sociales, à la culture, au divertissement. Et beaucoup de villes ont connu des difficultés à cet égard. Donc, s'assurer que les gens aient un accès à la mobilité écologique et qui ne contribue pas à la congestion ou à la pollution et éviter des modèles de mobilité qui bouffent l'espace au profit des voitures. La mobilité m'a occupé pendant longtemps et j'ai décidé de partir le IOMOB, c'est-à-dire l'Internet de la mobilité. Donc, c'est une plateforme pour rendre les véhicules interopérables à notre plateforme. Alors, quelqu'un peut avoir accès à tout véhicule et pourrait disposer de ces véhicules par tout appareil qui est connecté à IOMOP. Bon, nous l'offrons, ce service, par nos clients. C'est-à-dire, nos clients sont des opérateurs de chemin de fer, des lignes aériennes, des compagnies d'assurance et j'en passe. Alors, passons un instant à ce qu'est la mobilité. En Amérique du Nord, bon, vous savez, on se rappelait, bon, aux États-Unis, la séparation entre la ville et la banlieue reliée par la voiture. Et on s'est rendu compte que le modèle n'était pas si heureux ni si bon. On s'est retrouvé avec beaucoup de banlieues qui avaient l'air à cela, sans culture et rien. Et on s'est retrouvé avec des congestions automobiles qui n'est bon ni pour la planète ni pour personne. Bon, beaucoup d'études ont montré l'incidence sur le bonheur humain que d'être coincé dans un bouchon de circulation. Nous savions tous devoir avoir recours à un nouveau modèle de mobilité. Et dans le sillage de ceci, on voit des nouveaux services se proposer aux villes, par exemple des scooters, Bixi, des partages d'auto, covoiturage, pardon. Il y a bien divers services qui sont proposés, des services de mobilité, mais ceux-ci sont fragmentés. Certains n'existent que dans une ville et pas dans sa voisine. Et chacun de ces services est offert indépendamment de tous les autres services. Nous savons que souvent, c'est logique de combiner divers modes pour se rendre de A à B. Mais comment combiner les choses quand chaque mode a sa propre application et il y a 10 compagnies qui font la même chose? Comment savoir lequel des véhicules est le plus proche de vous? Alors, c'est pour ça que je me suis attaché à résoudre le problème pour permettre une meilleure mobilité dans les villes et dans les régions. Ce que nous avons fait, si je débute de la base, on bâtit notre propre application. Bon, alors, covoiturage. Donc, nous connectons leur feed à nos propres EPI qui se connectent aux leurs. Donc, les équipes techniques de ces compagnies n'ont pas à travailler. Ils nous présentent leur EPI, nous nous ajustons. Et puis maintenant, tous leurs véhicules nous sont accessibles et nous savons en temps réel la localisation. Et puis, nous créons notre propre algorithme. Quelqu'un peut aller de A à B, soit en prenant un scooter, puis ou le train, mais de façon ininterrompue, sans rupture de... Donc, les utilisateurs connectés à notre technologie peuvent prendre le scooter, le verrouiller, le payer, ensuite prendre un autre moyen. Et on envoie ce contenant à nos clients par une API, qui est une EPI,
et des STK s'ils veulent l'inclure dans leurs applications existantes. On fait ça avec les opérateurs de chemin de fer qui veulent ouvrir. Donc, plutôt que de régler le problème d'une station à l'autre, ça permet de régler le problème, c'est-à-dire de la maison au bureau dans l'autre ville. Et les utilisateurs peuvent faire tout ce travail par une seule application. Donc, je sais que vous êtes en cartographie. Je pensais donc vous montrer par une carte comment nos algorithmes fonctionnent. C'est ce que j'aime beaucoup présenter aux gens, car ça m'est personnel. Je vis ici, je vous appelle de chez moi. Grâce à ma COVID, je vous appelle de chez moi, en somme. Et voici, c'est ce que je ferais pour aller à l'exposition des Smart Cities à Barcelone. Bon, vous y êtes sans doute allé, vous aussi. Donc, je n'ai pas d'auto, ni de permis de conduire. Un jour, j'étais à bord d'un train et la technologie était prête. C'était un train. C'est un train de banlieue à Barcelone. Et j'étais ici. Et j'ai demandé à Google comment me rendre à l'exposition Smart City à Barcelone. Et Google m'a dit de prendre le train jusqu'ici, c'est-à-dire Plaza Catalunya, et prendre le métro à Plaza España, puis le bus pour le reste du trajet. Et de là, ça disait 45 minutes. J'ai dit non, ça ne peut pas être le meilleur moyen de m'y rendre. Bon, j'ai un discours à faire et j'arriverai pas à l'heure. Alors, j'ai trouvé par moi-même la meilleure façon de faire, c'est de me rendre ici avant que le train aille dans l'autre direction. Descends ici à la station Cerilla, prends un taxi. Et donc, ce trajet peut être congestionné le matin. Et un taxi coûte cher. Donc, c'était un itinéraire où je faisais la transition du rail au taxi. Je devais le faire moi-même, sortir Google, et puis essayer de trouver l'adresse de la gare de chemin de fer ou de l'agence de taxi. Mais j'ai dit à mon équipe, au retour, qu'il fallait s'assurer que ce type d'itinéraire soit possible sans secousse, sans transition. C'est-à-dire, vous pouvez aller d'ici à là et ça se fait de manière uniforme. À savoir, vous saurez la durée d'un trajet en taxi. Vous verrez ici, 55 minutes, 25 € pour la course de taxi. Bon, les taux ont changé depuis. Et c'est ce que j'aime, c'est cette combinaison. On prend le train jusqu'au taxi. Et ça ne prend que 3 minutes de plus long. Et au lieu de 25 €, pardon, c'est moins cher. Il y a moins de congestion ou de contamination. Donc, c'est là une bonne option pour les gens. Mais combien d'applications avez-vous désormais qui vous donneraient tous ces détails et vous permettent de découvrir l'itinéraire le plus court, le réserver et le payer sur une même application? Je peux vous dire que ceux qui ont cette technologie, eh bien, on l'a utilisé avec Renfe, un client en Espagne. Et voici, en fait, ici, une vieille ancienne version. Ici, il voulait une application à label blanc. Mais vous avez là l'idée que ce qu'on offre, c'est une interconnectivité sans heures, sans chaos. Et vous pouvez même réserver d'avance si vous le désirez. Donc, c'est là ce qu'on appelle la mobilité comme un service. Et on peut se dire que on en est à la 4e génération de la mobilité en tant que service. On se dirige maintenant vers un modèle de plateforme que nous proposons en sorte que tout utilisateur pourrait, partout sur Terre, là où les véhicules sont connectés, pourrait voir comment les agencer pour se rendre de A à B. Donc, vous comprenez mieux ici ce qui fait la particularité de IOMob. Le dernier exemple est intéressant. L'habitude, par exemple, de l'utilisateur. Par exemple, la compagnie Renfe.
quand on s'est déployé l'application qu'ils avaient, avec nos services mobilité à travers le monde, je disais, nous sommes une des seules compagnies de l'industrie qui se concentre sur la combinaison intercité et intracité. Donc, on peut à la fois et sans heures passer de transport intercité à intercité. Bon, la manière qu'on a bâti notre architecture, tout service de mobilité relié à IMOB peut être accessible par tout utilisateur. Donc, il y a un déploiement interopérable. Tout utilisateur de n'importe quel élément de déploiement, que ce soit SDK ou les autres, peut passer du Royaume-Uni à l'Espagne et avoir accès à tous les services disponibles en Espagne par une application d'un autre pays. Donc, cette mobilité permet quelque chose de puissant. Si j'avais une application favorite, par exemple pour le voyage ou les chemins de fer, eh bien, je pourrais continuer de m'en servir tout le temps sans avoir à télécharger de nouvelles applications. Et c'est bon, si vous êtes familiarisé avec Success ou des applications qui vont donc, vous n'avez pas à télécharger et à apprendre l'usage d'une nouvelle application. Bref, vous le faites une fois et une fois pour toutes. Je vous vise à faire la même chose. Mais nous n'avons, même pas de véhicule, mais on essaie d'agencer, d'interconnecter tous ces services de mobilité. Aussi, le rapide commentaire avant de conclure. Bien manifestement, la mobilité après le monde post-covidien, la mobilité donc va changer. On n'a pas encore toutes les réponses quant à savoir où ça va se diriger. Mais nous sommes en contact avec ces 23 organisations à travers le monde pour voir à quoi ressemblerait une mobilité post-covidienne. Et ce que nous avons découvert, c'est le besoin de rentrer en compte la distanciation sociale. Donc, on ne va pas seulement ajouter des paramètres, mais également celui de la distance et de la sécurité, c'est-à-dire l'itinéraire le plus sécuritaire. Vous êtes sans doute bien conscient que l'utilisation des transports publics a baissé de 80 % parce que les gens craignent la contamination et ça peut être un problème où c'est les gens qui reprennent leur voiture en masse. Donc, pour aider aux gens à se déplacer avec un sentiment de sécurité, c'est le bienvenu. Et aussi, beaucoup de villes investissent dans de nouvelles infrastructures pour appuyer une modalité accrue. On a donc, ça inclurait une application qui inclut à la fois leur propre voiture et les modes de transport des agences. Donc, voici donc un exemple en Royaume-Uni de quelqu'un qui se sert de cette aptitude. Ils peuvent aller de leur maison à un parc public hors du centre de la ville. Et au lieu de se rendre à leur destination, qui leur coûterait 6 livres, ils peuvent stationner gratuitement ici, puis prendre un scooter modique sur un corridor de transport. Donc, cette combinaison de mobilité partagée, privée, publique, et qui s'opère sans secousse. Et avec cela, je conclue et je maintenant vous rends la parole. Lloyd, merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est très intéressant. Votre approche est très intéressante. Ce que vous avez fait avec IOMOB. J'ai une question pour vous. Pas une question technique, mais... Bon, vous êtes un militant. Vous avez un avocat, disons, des villes intelligentes, et vous nous avez présenté le concept de la troisième génération de villes heureuses,
ainsi que celui de Happy Cities. Je suis donc curieux d'entendre vos aperçus. Vous avez abordé un peu la question de la mobilité post-covidienne, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous envisagez la ville post-covidienne. À quel point seront-elles heureuses, ces villes, ces happy cities? Ah là là! Ouh là là, c'est une question que vous me posez là. Comment ça va se dérouler? Bon, on assiste à beaucoup de migration dans des villes, à savoir des gens qui veulent quitter les centres vers la banlieue parce qu'ils veulent avoir plus d'espace vert. Parce que si vous êtes pris dans une épidémie, vous n'avez même pas de patio, eh bien, vous êtes coincé chez vous et on pense aux incidences sur la santé mentale. Donc, ce serait peut-être que les gens penseraient de quitter les villes en raison de cela. Mais du point de vue de la ville, ce à quoi nous assisterons sera sans doute, c'est que dans l'espace des villes smart, il y aura une croissance et des discussions sur le concept de ville résilience. On a parlé de ces cités résilientes depuis quelques décennies. Quand les premières fois que les gens en ont parlé, ça tournait autour de la question des changements climatiques et comment rendre plus résilientes les villes à la lumière donc des divers facteurs négatifs. Mais je pense que la discussion va reprendre sur ce que serait la nouvelle résilience et donc le bonheur humain à la lumière de la résilience. Alors, mes collègues au Canada... l'urbaniste à Vancouver a mené beaucoup de discussions sur le zonage, que tous les résidents de la ville devraient avoir accès à des espaces verts, y compris dans leurs propres unités, et s'assurer que tous les immeubles ou que le nouvel immeuble résidentiel le permettent. Il faudrait peut-être aussi changer les lois de zonage pour offrir aux utilisateurs ces patios ou ces îlots de verdure. Bon. Alors, ou encore s'il s'agit de résilience dans le transport, on voit des systèmes qui demandent une meilleure distribution de l'énergie. Aussi dans les services alimentaires et d'assurer les services essentiels, que ce soit la nourriture ou la protection. Vous savez, c'est dingue quand on y pense qu'il y a tant du monde dépendait de l'équipement de protection pour les professionnels de la santé. Il y avait besoin donc de matériel qui venait de Chine, qui n'a jamais été un problème jusqu'à ce qu'il nous vienne une épidémie qui vienne de Chine. Alors, et qui a coupé la chaîne d'approvisionnement et qui nous a tant affectés. Vous avez donc assisté à cette transition vers des usines qui ont commencé à concevoir leurs propres masques par l'impression de 3 générations. Donc, on assiste à une nouvelle génération qui va se concentrer à voir comment rendre nos systèmes urbains plus résilients. Que ce soit suite à un choc climatique, un choc énergétique, un choc météorologique ou terroriste ou sanitaire, ce sera, selon moi, le point central des discussions que les villes auront à tenir. C'est très intéressant, merci. Évidemment, devront devenir plus résilientes. Question rapide. Que pensez-vous de les pressions sur le réseau à propos de la prestation de produits, en savoir est-ce que vous avez un plan de distribution pour ça ou est-ce que ça prend une autre application ou un autre système? Ah, c'est une très bonne question. Rappelez-vous, plus tôt, j'avais dit que la mobilité est un service et il y a la mobilité sur demande. La mobilité sur demande, c'est une expression courante en Amérique du Nord. Une femme, Susan Shahid,
Elle est professeure à l'Université de Californie de Berkeley et elle a été la militante sur la mobilité sur demande. Et un de ses arguments là-dessus, c'est qu'on ne peut pas résoudre les défis de la mobilité dans des villes si vous ne pensez qu'à la mobilité des gens et pas à la logistique. Et pour elle, la mobilité sur la demande, c'est la combinaison de tous les facteurs, c'est-à-dire de tous les mouvements des gens. Et nous travaillons sur ce dont je ne peux pas vous révéler tous les détails, mais ça tient compte de la logistique d'ensemble. Donc, c'est une question vraiment importante, assurément. Il y a beaucoup de discussions à propos des drones ou des robots mobiles et aussi à l'intendance, si vous voulez, de tous ces déplacements. Et pour l'innovation, c'est pour voir comment on pourrait gérer le mouvement d'ensemble des véhicules, qu'ils transportent des biens ou des personnes. Et voici un indice que je vous donne. Pourquoi ne pas combiner, ne permettre pas des véhicules qui transportent des gens, transportent également des produits pour rendre plus efficace le transport urbain et réduire la congestion? Alors voilà, je pense que la question l'arrivée du COVID a précipité notre résolution à envisager ceci, où les gens, vous savez, ont décidé d'acheter davantage en ligne. Et donc, vous y aviez évidemment pensé et vous vous préparez à cette approche. Bien, on y travaille plutôt, oui. Oui. Une autre question pour vous, Boyd. Vous avez présenté des projets en Europe où vous avez rencontré beaucoup de réussite avec IMOB. Avez-vous des projets pour l'Amérique du Nord ou les Amériques? On est dans une campagne de levée de fonds et quand ça sera terminé, un pourcentage des fonds nous aidera à nous développer sur le marché nord-américain. On a un intérêt préliminaire dans l'espace des aéroportuaires, pardon, et même au Canada, éventuellement. Ainsi, et aussi avec les fabricants automobiles. Donc, on veut offrir cette expérience de mobilité sans chaos à tout le monde. Alors, nous arriverons en Amérique du Nord en 2020. T1. Une autre question. Très bon. Excellente session avec vous, Boyd. Merci beaucoup pour votre participation. Nous avons beaucoup apprécié cette présentation. Et je vous remercie pour cette présentation et merci pour cet événement. Merci. Au revoir.